Bon, alors j'ai intitulé mon texte Interroger les politiques et les pratiques qui créent les identités négatives. C'est une petite partie d'un projet de recherche, de ma dernière recherche de terrain, qui est surgi du questionnement d'un Carrefour Jeunesse-Emploi. Je suis au conseil d'administration de ce Carrefour-là. Et en 2008, la Ville de Québec avait le taux de chômage le plus bas de toutes les villes du Canada, 4,8 %, puis ça s'est maintenu 4,1 %. En ce moment, je pense que c'est à peu près ça. Et pourtant, le nombre de jeunes qui demandaient de l'aide à l'insertion professionnelle ne diminuait pas. Comment expliquer ce phénomène? Certainement pas par des facteurs structurels habituels, les taux de chômage, et ce qui nous a conduit à nous dire, est-ce que ces jeunes-là, ils n'ont pas toujours été là, ou en tout cas eu une certaine présence, mais cachée par les facteurs structurels? On a tendance à s'attendre à ce que les solutions soient aussi de même nature. Ils manquent d'emploi, ou ils ne sont pas préparés à l'emploi, ou bon, etc. Alors, on a créé un partenariat de recherche composé de partenaires qui venaient d'à peu près tous les milieux qui s'intéressent à l'insertion professionnelle, que ce soit l'éducation permanente, Emploi Québec, les centres des services sociaux, etc. Et on a entrepris une enquête en 2010, quand les fonds ont été trouvés, une enquête que j'ai animée avec Mégane Girard et Adrienne Lacasse, qui étaient là hier soir, qui malheureusement ne peuvent pas être là ce matin, j'aurais pu les faire participer à cette intervention. On n'a pas qualifié ces jeunes au départ. Souvent, on se fait demander même, est-ce que ce sont des jeunes en difficulté, des jeunes chômeurs, des jeunes de la rue, des jeunes de ceci, cela? Non. On est parti du fait que c'était des jeunes qui n'avaient pas d'emploi, et on pense ne pas s'être trompé en ne les qualifiant pas tellement la réalité était diverse. Alors, on a continué de parler de jeunes en difficulté. Alors, les entrevues ont porté vraiment sur toutes les sphères de la vie de ces jeunes-là. Les entrevues duraient de 1 heure à 2 heures. Les gens disaient vous n'arriverez pas à les faire parler. Je ne parlais pas trop de la méthodologie. On les a recrutés de toutes sortes de façons. On les a recrutés dans la rue, à la porte des organismes de services. C'était l'été, et Mégane et Adrienne ont circulé à Québec dans les quartiers où on faisait l'enquête un peu partout. On en a interviewé 56. La plupart se présentaient à partir d'une identité liée à un diagnostic posé par les professionnels des milieux de l'éducation ou des services de santé, souvent dès la petite enfance, ou encore par leur propre diagnostic, mais en connaissance de cause. L'expression « je suis », c'est ce qui nous a frappé quand on s'est mis à relire les entrevues. L'expression « je suis », suivie du nom scientifique attaché à une maladie ou à un problème de comportement, revenait continuellement dans la conversation. Alors de là, mon titre, « Interroger les politiques et les pratiques qui créent des identités négatives ». On ne pensait jamais qu'on arriverait à un constat comme celui-là. Alors, il n'est pas question de faire ici des statistiques, mais ces jeunes recrutés ont été 50 sur 56 à se décrire à partir d'une maladie mentale. 40 sur 56 ont déclaré une maladie physique, 34 sur 56 des comportements qui posent problème, drogue, alcool, 43 sur 56 une scolarisation faible.
On connaît pourtant depuis longtemps la fonction stigmatisante du diagnostic. On a fait aussi des focus group auprès d'intervenants qui ont aussi confirmé le sérieux des difficultés de ces jeunes et souvent la faiblesse des moyens de ces intervenants pour y faire face. Ce fut aussi l'occasion, puis là je te rejoins, d'observer le peu de relations moins que les jeunes, les problèmes de relations que les jeunes, le manque de soutien que les jeunes peuvent avoir, et en même temps, avec les intervenants, on a constaté aussi le manque de relations qu'il y avait entre les intervenants eux-mêmes et les institutions elles-mêmes par rapport à ces jeunes qui présentent des difficultés multiples. Parce que sur les 56, il y en a qui avaient toutes les sortes de difficultés et ils se distinguaient par ces difficultés-là. Alors, c'est sûr que la tentation est toujours grande de faire porter aux individus le poids du changement opéré pour parvenir à l'autonomie qu'exige aujourd'hui le statut d'adulte. L'empowerment est très à la mode, la valorisation de soi, etc. Plutôt que de chercher si des facteurs structurels inhérents aux institutions fréquentées et qui sont à l'origine des diagnostics ne pouvaient pas être aggravants. Les entrevues ont ici encore, par rapport à ce qu'on sait déjà du stigmate, montré comment l'individualisation des services peut contribuer à enfermer la personne concernée dans une image de soi liée à son problème et lui renvoyer le soin de se changer elle-même. La difficulté, comme l'ont aussi montré les entrevues, peut pourtant tenir tout autant au manque de relations, comme je le disais, et à une socialisation inachevée, qu'aux problèmes de santé et de comportement lui-même. Cette manière de concevoir les jeunes ayant des difficultés multiples se ressent de la spécialisation. Le jeune qui exprime un besoin est catégorisé par la difficulté pour laquelle lui ou ses éducateurs ou sa famille réclament le service. Bon, il me reste 5 minutes. Comment sortir de ces effets conjugués? Comment appréhender ces jeunes en tant que jeunes, comme le stipulera la recherche de Marc Mounicat auprès de jeunes ayant reçu un diagnostic de santé mentale? Ça te peut-tu que tu vas stipuler ça? Y a-t-il une possibilité de faire autrement? Bien sûr, c'est un jeune seul, un individu qui se présente ou ne se présente pas dans les organismes d'aide. 44 sur 56 avaient fréquenté des organismes d'aide à l'emploi, mais avaient fréquenté aussi d'autres institutions dans le domaine socio-sanitaire. Bon, alors cette enquête a permis de faire, je vais très vite, quelques constats et de proposer quelques avenues de réflexion et non des recettes dans la perspective de l'intervention. Parmi les constats, le premier qui nous a sauté aux yeux, c'est le nombre de jeunes qui se définissent à travers un problème de santé mentale. N'étant pas très familière avec les disciplines qui traitent de ce domaine, nous avons appris beaucoup de choses de ces jeunes interviewés. Nous avons appris qu'ils ont pu recevoir un diagnostic dès l'âge de 2 ans dans un cas, à l'entrée à l'école dans plusieurs autres, autour de leurs échecs scolaires dans d'autres cas, parfois à la suite d'une peine d'amour, à cause d'une consommation excessive d'alcool ou de drogue, au moment de l'insertion sur le marché du travail, etc. La description de l'insertion professionnelle a été, dans la plupart des cas, un musée des horreurs, tant les rapports avec ce qu'il faut qualifier d'autorité, patron, règles à suivre, normes du travail ou de sécurité, et avec les collègues de travail ont été houleux. La socialisation au travail était pratiquement inexistante pour la plupart. Inutile de dire que la façon de composer avec la santé mentale, il faut dire que seulement 3 de nos interviewés avaient été déclarés inaptes à l'emploi selon les normes du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, la façon de composer avec la santé mentale n'est vraiment pas évidente. La désinstitutionnalisation nous avait pourtant annoncé un avenir plus rose
pour ceux souffrant de troubles diagnostiqués comme étant des problèmes de cet ordre. Nos entrevues nous ont montré qu'il existait peu de liens entre les organismes de santé et ceux dédiés à l'insertion professionnelle dans ces cas. Qu'en est-il des avenues de réflexion qui ont suscité ces constats? Elles vont à partir dans le sens de ce que Annie a pu dire et font appel à un changement de mentalité dans les pratiques d'intervention. Il faut d'abord, par rapport aux individus qui présentent des difficultés comme celle dont il vient d'être question, sortir du paradigme socio-sanitaire, soit du mauvais état de santé ou du comportement délinquant, pour envisager la question du point de vue de l'autonomie à acquérir pour ces jeunes. Deuxième, en tout cas, je passe, je m'arrête là, je vais juste suggérer une couple d'affaires, parce qu'il me reste une minute. Une deuxième réflexion concerne le rôle des milieux, celui des services, certes, mais aussi celui de l'environnement. Cela rejoint l'hypothèse d'un collectif de chercheurs à propos de l'influence des milieux de vie sur la santé, autant milieu physique que social, dont la localisation, le logement, la proximité des services et du transport. On a eu des interviewés, par exemple, qui étaient séparés du CLSC, qui n'avaient pas de moyens ni autobus, ni voiture pour se rendre à un CLSC qui était séparé par deux autoroutes. En tout cas, la question des milieux, c'est important. Et cette ouverture doit aller jusqu'à questionner les propositions d'emploi qui sont faites à ces jeunes dans des secteurs qui ne sont attrayants pour personne et où, pour cette raison, il y a pénurie de main-d'œuvre. Ainsi, des emplois disponibles sont réservés, les jeunes nous disaient ça nous est réservé à nous autres, les malades, les ceci, les cela. C'est des emplois qui n'ont pas la cote à l'échelle de la société. Quelques recherches en ce sens au cours des dernières années montrent que l'image négative accolée à certains emplois diffère d'un lieu à l'autre. Il y a eu une thèse de maîtrise à l'Université Laval, Suzanne Gilbert, fort intéressante de ce point de vue-là. Plusieurs métiers de la restauration, par exemple, dans les lieux où elle a fait son enquête, ou de l'hôtellerie, étaient méprisés par les jeunes. En contrepartie, des emplois, puis c'est le cas dans la ville de Québec, qu'est-ce qu'on leur offre aux jeunes? Travailler dans un restaurant, dans l'hôtellerie, c'est une ville de tourisme. Par contre, tout ce qui touche à l'environnement sont ennoblis, même s'ils déchiquettent et ramassent des affaires. Ben ça, c'est des emplois qu'ils convoitent et qu'ils apprécient. Alors, je conclus en disant les périodes de crise où la crise économique sert d'explication, peut cacher ces difficultés et la synergie entre les institutions, et en tout cas c'est un de nos constats, fait défaut, et comment, je reste toujours avec la question, comment l'école, les services sociaux et sanitaires pourraient-ils faire en sorte que les jeunes ne portent pas une partie de leur vie le stigmate du diagnostic. Et voilà, je n'ai pas de réponse à ça, là, c'est à tout le monde. Beau programme, merci.